questions, les poser sur le côté. Allez, on va y aller. Pas beaucoup de guides. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats CBA. Je me présente, Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Nous exerçons au cabinet des activités de conseil et de contentieux en matière de fiscalité et nous avons une expertise reconnue en matière d'expatriation. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va aborder ce thème de manière générale, sans obligatoirement parler d'une destination ou d'une autre, mais pour avoir un peu les réflexes et voir comment traiter ces sujets-là, qui sont des sujets d'actualité parce qu'on voit au cours des dernières années, on a eu la création d'une direction générale des non-résidents, dans l'objectif affiché de contrôler les non-résidents, que les contrôles se sont accélérés, que je peux même vous dire que lorsque je compare les réactions d'un centre des impôts Delta et du centre des non-résidents, le centre des non-résidents est nettement plus rapide, qui contrôle énormément l'impôt sur la fortune immobilière et qui fait attention vraiment à tous les sujets. Donc, ne pensez pas qu'en quittant la France, on ne pense plus à vous. Votre argent et votre patrimoine continuent à intéresser la France si vous en avez de sources françaises. Voilà, je vais mettre donc la présentation. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, le grand principe de l'expatriation fiscale réside sur la notion de résidence. La résidence va servir à déterminer où vous allez payer votre impôt à titre principal. Lorsque vous êtes résident d'un pays, ce pays a normalement une vision mondiale de votre patrimoine et de votre imposition. Aujourd'hui, résidents fiscaux français, la France vous demande vos revenus dans le monde entier, vous demande votre patrimoine dans le monde entier, et puis après, applique en fonction des conventions qu'elle a votées. Le jour où vous n'êtes plus résident, on va se référer normalement à la convention ou au droit interne pour dire comment vous allez être imposé. Je vous donne un exemple extrêmement révélateur. Vous êtes résident fiscal français et vous avez un compte à l'étranger. Vous aviez l'obligation dans votre déclaration d'impôt de déposer une déclaration 3916, existence d'un compte à l'étranger au titre de l'année déclarée. Vous devenez non-résident, cette obligation ne vous concerne plus. Donc, c'est vraiment l'élément central de la fiscalité internationale, la notion de résident fiscal. La résidence fiscale, en droit interne français, elle ressort du Code général des impôts par l'article 4B. On détermine quoi? On a trois situations différentes. Premièrement, on a un foyer d'habitation ou un lieu de séjour principal en France. Alors, je ne vais pas rentrer dans les définitions jurisprudentielles parce que rien que sur ça, on pourrait en faire des heures, mais vous comprenez un peu à quoi ça correspond. Le foyer d'habitation, c'est un lieu où on peut vivre. Ce qui explique que dans certains cas, pour éviter la résidence fiscale, on va faire constater par voie d'huissier que l'appartement ou la résidence secondaire est non meublé. Le deuxième élément, c'est l'exercice d'une activité professionnelle ou salariée à titre principal ou accessoire en France. Et puis, on a le centre des intérêts économiques. Pour moi, c'est vraiment l'élément majeur de détermination de la résidence fiscale. Quand on voit comment l'utilisent les administrations fiscales, c'est vraiment le critère qui va permettre de balancer dans un sens ou dans un autre au niveau de la résidence fiscale. Et puis, on va avoir au sens conventionnel la notion de résidence fiscale. Alors, pour bien comprendre le sens conventionnel, et pour éviter de rentrer dans l'analyse de telle ou telle convention, on est parti, je vais revenir en arrière,
hop, hop, hop. Voilà. On est parti sur la détermination telle qu'elle apparaît dans la convention type OCDE. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec ce qui est fait aujourd'hui dans le Code général des impôts. On parle d'un foyer d'habitation permanent. À défaut, on va parler de l'état dans lequel on a des liens personnels et économiques les plus étroits. À défaut, on va parler après du séjour de façon habituelle et la nationalité. Alors, au travers de ça, lorsqu'on parle des liens personnels et économiques, on va retomber sur le centre des intérêts économiques en France. Parce que, après l'analyse est un peu particulière, on n'analyse pas de la même manière la résidence fiscale sur un couple qui a des enfants scolarisés. Et du coup, le lieu de scolarisation va être un élément important d'un couple qui est retraité, donc dont les liens personnels sont quand même très compliqués à prouver lorsque ils ont 3 enfants et 3 enfants dans 3 pays différents. Élément important, et c'est pour vous montrer qu'on est sur une matière très fluctuante et où il faut vraiment avancer, prendre des pincettes, c'est qu'on a une décision extrêmement étonnante du Conseil d'État qui a aujourd'hui 15 jours où, pour la première fois, on retient la nationalité comme critère de résidence fiscale. Alors, on est dans un cas très particulier, mais on voit bien que ces notions qui restent quand même un peu vagues, par exemple, la notion de centre des intérêts économiques a été définie par la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État en 2018 et 2019 de manière très claire. Et donc, ils nous disent qu'il faut faire une analyse entre les revenus de source française et les revenus de source étrangère, le patrimoine situé en France et le patrimoine hors de France. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on va assister des clients sur leur départ de France, la première question, c'est qu'est-ce que vous avez en France, qu'est-ce que vous avez à l'étranger, qu'est-ce que vous allez conserver en France, pour pouvoir justement faire cette analyse. Donc, on est vraiment sur le sujet, c'est la pierre angulaire de la fiscalité internationale, la résidence et la notion de résidence fiscale. Après, une fois qu'on a déterminé ça, c'est plutôt relativement simple. On va aller appliquer les règles, soit internes, soit propres à la Convention. Alors, on vous a sorti un certain nombre d'analyses et de thèmes. Typiquement, les pensions de retraite privées ne sont pas imposables en France, sont imposables dans l'état de résidence. Les pensions de retraite publiques sont toujours imposables en France, sauf à ce que vous ayez renoncé à la nationalité française. Concernant les revenus de capitaux mobiliers, on ne les déclare pas à l'impôt sur le revenu, mais on a typiquement, avec la France, une retenue à la source. Alors, la retenue à la source, pour quasiment tous les États, elle est conventionnellement fixée à 15%. Aujourd'hui, ce taux qui est nommément de 15% dans les conventions n'est pas appliqué, car le taux interne de 12,8 est inférieur. Et puis, on a quelques exceptions, et vous allez comprendre que ça explique quelques mouvements vers ces pays-là. On a notamment Dubaï, qui a réussi, avec les Émirats arabes unis, à faire signer une convention fiscale avec la France, où vous n'avez aucune retenue à la source. Alors, quand on sait que dans ces pays, on n'a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune, alors la fortune, oui, et ni impôt sur les sociétés, vous comprenez pourquoi il y a un certain nombre de personnes qui partent vers Dubaï. Alors, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Je prends le cas de Dubaï, on a dans la convention fiscale un article très compliqué à analyser qui explique que si vous remplissez les critères de la résidence fiscale au sens du droit interne, ce que je vous ai décrit tout à l'heure dans l'article 4b, vous serez considéré comme résident fiscal français. Alors, on a un certain nombre de contrôles sur Dubaï, notamment tout ce qui est personnes visibles, donc les influenceurs, parce que ces personnes se sont dit, j'ai une société en France, je vais aller à Dubaï, donc je prendrai que du dividende à zéro, je n'aurai pas d'impôt sur le revenu, ce sera super.
Sauf que comme les revenus restent des revenus de source française, sans aucune analyse et sans structuration, sans création de structure dubaïote, toutes ces personnes ont aujourd'hui fait l'objet de redressements fiscaux. Donc, principe sur les revenus de capitaux mobiliers retenus de 15%. Sur les revenus fonciers, qu'ils soient directement de source française, directement au sens fiscal, ça veut dire que vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous donnez en location, ou indirectement par le biais d'une société civile immobilière ou un autre type de société transparente, vous serez toujours imposé en France. Spécificité pour les revenus fonciers, vous avez une imposition dès le premier euro à 20% et jusqu'à 27 000, donc jusqu'à 27 794 euros et après un taux de 30%. 20 et 30% sur lesquels on doit rajouter les contributions sociales. Donc ça fait quand même un taux d'imposition de 37,2 et 47,2. Je dis souvent à mes clients que l'économie qu'ils ont fait sur les retraites, ils vont le perdre largement sur les revenus fonciers. Sauf si vous avez des revenus fonciers importants et que en France, vous aviez une imposition de l'ordre dans une tranche à 41 ou 45%. Parce que comme vous le voyez ici, la tranche de 30, c'est un maximum. Donc, quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans une tranche à 41 ou 45, lorsqu'il part à l'étranger, il va descendre de tranche. Alors, avec une imposition dès le premier euro, mais il va descendre. Et donc, normalement, plus on a des revenus fonciers importants, plus on va se trouver dans une situation, je dirais, favorable. C'est intéressant ce que je vous explique parce que vous vous rendez compte que vous partez à l'étranger avec de tout petits revenus fonciers, vous allez payer très très cher en impôts, plus cher que d'habitude, plus cher qu'auparavant. Vous avez de très forts revenus fonciers, vous avez plutôt intérêt à partir. Alors, on va... Alors, j'ai une question et je vais la prendre puisqu'on a quelqu'un qui m'explique que si j'envoie un certificat de résidence fiscale dans le pays de résidence, du pays de résidence au centre des non-résidents, est-ce que ça suffit pour l'administration pour arrêter vous êtes non-résident? Alors, on va être clair. L'administration, a priori, elle s'en moque. Elle considère, vous faites une déclaration comme quoi vous êtes parti, par exemple, le 2 juillet 2021 ou le 2 juillet 2020, et donc dans votre déclaration d'impôt, il y a quelques semaines, vous avez dit que vous étiez non-résident. L'administration, elle acte, c'est un acte déclaratif. Ce n'est pas parce que un pays étranger vous aurait donné une attestation de résidence que cette attestation est opposable à l'administration fiscale française. Il faut pouvoir remplir les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. On sait bien qu'il y a pas mal d'administrations fiscales qui sont d'une grande souplesse ou moyennant avantage en nature, on peut obtenir des documents. Donc, la France fait peu de cas d'une simple attestation de résidence fiscale étrangère. Et pour le coup, moi, je l'ai connu récemment avec les États-Unis. La France et les États-Unis se sont disputés une résidence fiscale concernant un client. Mon client avait bien dit à un moment, je suis résident fiscal français, et puis à un moment, il était passé résident fiscal américain. Ça n'a pas empêché, sur les 3 années, les deux pays de dire il était véritablement français pendant 2 ans, et une année, il était véritablement résident fiscal américain. Donc, non, le document, c'est toujours intéressant de l'avoir parce que ça va être une première approche, mais qu'on soit clair, avec le centre des non-résidents, ce n'est pas ce qui va suffire en termes d'analyse. Alors, pendant qu'il continue le ravalement, on va pouvoir continuer l'analyse. Alors, les plus-values immobilières. Extrêmement important. Même chose que les revenus fonciers. Le principe, c'est que vous avez une imposition en France puisque le bien se trouve en France. Et c'est exception, alors un peu similaire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et exception pour l'Arabie Saoudite, ce qui explique que l'avenue des Champs-Élysées appartiennent principalement à l'Arabie Saoudite et à des Koweïtiens parce que eux n'ont pas de plus-value immobilière sur les biens situés en France au regard de la convention fiscale. Maintenant, on va avoir
un système de plus-value immobilière qui va être totalement identique à ce qui se passe pour un résident fiscal français. Avec une petite limite, on a un système d'abattement de 150 000 euros qui peut être applicable dans certains cas et qui va réduire un peu l'ardoise. Concernant le calcul de l'impôt d'un non-résident, le principe de base est celui que je vous ai expliqué tout à l'heure. Première tranche à 20% dès le premier euro jusqu'à 27 000 et au-dessus 30%. Et selon la qualité, la qualification des revenus, on aura ou non à faire une déclaration d'impôt. Par exemple, si vous avez des revenus de foncier de source française, de biens situés en France, vous aurez l'obligation de faire une déclaration d'impôt sur le revenu. L'exit tax. Alors, lorsqu'on devient résident fiscal étranger, on doit à juste titre se poser la question, est-ce qu'on est redevable de l'exit tax? L'exit tax a été réintroduit par Fillon en 2012, modifié par François Hollande et remodifié par Macron. Alors, c'est quasiment le même principe, c'est on va aller chercher une imposition au regard des plus-values latentes. Mais cette imposition n'est pas immédiatement exigible, on va vous donner un sursis d'imposition. Sursis d'imposition automatique si vous partez en Europe, sursis d'imposition moyennant des garanties si vous partez en dehors de l'Europe. Alors, dans quel cas on applique l'exit tax? D'abord, il faut que vous ayez été résident fiscaux français pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années et que vous déteniez une société soumise à l'IS, soit à hauteur de plus de 50%, alors attention, il y a des notions de groupes familiaux, ou que la valeur de votre participation, par exemple, vous détenez 10% d'une société, mais sa valeur est supérieure à 800 000 euros. À ce titre-là, on devra donc déposer un dossier d'exit tax. Spécificité, selon que les pays aient signé avec la France des conventions en matière de recouvrement et des conventions en matière de lutte contre la fraude fiscale, on va avoir un mécanisme un peu différent. Typiquement, vous partez pour les États-Unis, il se trouve que la France a signé des conventions avec ce pays-là. Vous devez déposer juste avant votre départ un dossier d'exit tax. Vous partez pour Dubaï ou Israël, vous devez déposer votre dossier 90 jours au moins avant d'être parti. Donc ça, il faut faire attention. Alors, le grand sujet de l'exit tax, c'est une papasserie énorme et surtout, on a une spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 régimes. Le régime Sarkozy qui arrive en fin de vie, puisqu'il était 2012 plus 8 et 1, 9 ans, donc on est sorti. Le système Hollande qui avait une durée de vie de 15 ans et le système Macron qui, selon qu'on soit à plus de 2,5 millions ou à moins de 2,5 millions, a une durée de vie de 2 ans ou 5 ans. Alors, quand on dit que la fiscalité française est compliquée, pour le coup, là, vous avez un exemple parfait. Parce que vous vous rendez compte que si vous partez aujourd'hui de France, alors d'ailleurs, je vous conseille, pour des raisons d'élection présidentielle, si vous voulez partir, de partir avant le 31 décembre. Les règles pourraient changer après le 31 décembre 2021. Vous serez dans l'obligation, vous aurez donc une durée de 2 ans ou 5 ans. Donc, vous allez comprendre rapidement que quelqu'un qui est parti, par exemple, en 2016, ben lui, il sera toujours soumis à l'exit tax de François Hollande, alors que vous ne l'aurez plus dans 2 ans parce que vous êtes parti sous la période Macron. Dernière chose, souvent on me dit, mais c'est totalement incohérent, pourquoi on fait ce mécanisme-là? Ce mécanisme-là a été créé pour éviter que vous partiez le lundi dans un pays, que le mardi, vous vendiez les titres avec une fiscalité privilégiée et que vous reveniez, on va dire, le mercredi en France sans avoir payé d'impôts. Alors, bien évidemment, j'ai synthétisé sur une semaine, ça se fait généralement sur un délai plus long. Et donc, c'est fait pour protéger à partir du moment où votre société, vous l'avez créée en France et que ça reste une société française. Il y a 2 limites à ce mécanisme. D'abord, il faut savoir que l'exit tax existe quasiment dans le monde entier, qu'on a un des régimes les plus
cool à contourner, on peut dire. À l'inverse, un des plus compliqués, le régime mis en place aux États-Unis, avant Trump par les démocrates, mais renforcé également par Trump. C'est-à-dire que lorsque vous quittez les États-Unis et que vous avez une problématique d'exit tax, vous avez des sommes sans commune mesure avec ce que vous auriez eu en qualité de résident fiscaux français. À l'inverse, autre chose, l'exit tax en réalité sert à peu de choses, sauf à taxer les contributions sociales, parce que vous vous rendez compte, dans le cadre d'une convention fiscale, souvent on va de toute façon taxer une société française. Si vous détenez plus de 25% d'une société, exit tax ou pas exit tax, vous serez taxé en France. Donc voilà, sur l'exit tax, c'est un élément pour moi important. Donc on a un mécanisme, là vous voyez un peu à l'écran, c'est ce que je viens de vous expliquer sur le mécanisme 8 ans, 15 ans, 2 ou 5 ans. Et alors maintenant je voudrais rentrer sur un peu plus de pratique parce qu'on a vu les sujets principaux. Il faut savoir que un départ de France, ça se prépare. Ne pensez pas, par exemple, que comme vous partez de France, vous allez pouvoir oublier de payer votre dernière déclaration d'impôt. Typiquement, tous les ans, j'ai 4-5 dossiers qui arrivent parce que des Français sont partis en Espagne, au Portugal, et puis ils me disent, mais je ne comprends pas. Le fisc portugais ou espagnol m'a saisi en invoquant une créance fiscale française. Et oui, au sein de l'Europe, il y a des accords. Donc, ce n'est pas parce que vous partez dans un pays à 1000 km qu'on ne va pas venir vous chercher. Et notamment, l'année de départ, vous avez un vrai sujet qui est la déclaration d'impôt, qui est d'une complexité, pour le coup, extrême. Nous, au cabinet, ce sont généralement les déclarations qu'on réalise en premier, parce que ce sont les plus complexes. On va faire sur une année 2 déclarations. Une 2042 classique, jusqu'au jour du départ. Par exemple, retenons la date du 1er juillet. Et puis, du 1er juillet au 31 décembre, on va faire une déclaration beaucoup moins classique, avec uniquement les revenus de source française. Et les revenus de source française, c'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur les déductions, réductions, on va regarder, mais vous n'avez pas le droit en qualité de non-résident à des réductions, à des déductions. Je vous ai expliqué que vous n'aurez pas à remplir une 3916 à partir du jour où vous êtes parti. Il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir regarder dans la déclaration et donc arbitrer. C'est-à-dire comment on détermine les revenus fonciers de la deuxième période de l'année lorsqu'on va couper au 1er juillet ou au 1er décembre. Et autant d'éléments, je vous rappelle, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure parce que pour moi c'est une évidence, mais lorsqu'on est non-résident, on n'est plus taxé en fonction du quotient familial. C'est pour ça qu'on est imposé dès le premier euro. Que vous ayez un enfant, 5 enfants, vous aurez de toutes les manières la même charge d'impôt, sauf à passer sur un régime d'imposition mondiale que je ne vais pas développer ici. Nous, on a mis en œuvre un certain nombre de mécanismes pour protéger et préparer les départs de France. Au minimum, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on arrive dans un pays, on va aller chercher et s'inscrire au consulat de France pour avoir une carte de résidence et donc une carte de non-résident français, de Français non-résidents à l'étranger. Et puis, une fois par an, vous aurez la problématique de la déclaration d'impôt. Selon la typologie des revenus, vous aurez encore à déclarer. Important à souligner, lorsque vous partez et que vous êtes retraité, aujourd'hui, souvent, vous avez déjà le prélèvement à la source. Par définition, si vous partez, il y a peu de chances que vous restiez salarié d'une société française. Sinon, vous allez être expatrié. Et lorsque vous êtes retraité, alors que je viens de vous expliquer qu'un non-résident qui a des revenus de retraite privés n'est pas imposable en France, la caisse de retraite va continuer à vous prélever. C'est normal parce que la caisse de retraite, elle réfléchit comme un employeur. Donc,
Nous, par exemple, on va aller renseigner la totalité des caisses de retraite sur la résidence fiscale étrangère, leur donner tous les éléments pour qu'ils cessent rétroactivement à vous verser des sommes. Donc, aujourd'hui, ils mettent à peu près entre 3 et 6 mois, alors en vitesse de croisière classique. Avec le Covid, on a vu des cas qui ont mis plus d'un an, entre 3 et 6 mois pour arrêter. Et puis, lorsqu'ils auront arrêté, il faudra demander à l'administration fiscale le remboursement des sommes indûment perçues. Alors, on a eu une petite surprise récemment parce que on a des clients qui avaient des sommes exigibles souvent sur un an et demi. Donc, on demande à l'administration fiscale et l'administration fiscale vient de nous répondre. Nous avons changé la règle. On ne peut vous rembourser qu'une fois par an au moment de la déclaration d'impôt. Donc, vous allez être le trésorier de l'État français puisque si vous ne venez pas de le faire et que vous avez déjà un an de retard, vous n'aurez pas de remboursement avant août 2022. Voilà sur quelques éléments. Donc, j'ai essayé de vous présenter les éléments principaux et les problématiques les plus importantes sur des départs de France. Il faut bien comprendre que c'est une matière un peu compliquée qui dépend beaucoup du pays où vous allez partir. Alors, c'est vrai que nous, au cabinet, on a des pays de prédilection, mais je crois qu'on doit avoir une quarantaine de destinations. Dans les fuseaux horaires, on doit passer du Brésil à l'Australie, en ayant quasiment toute l'Europe, y compris des pays de l'Est. Et à chaque fois, c'est différent. Maintenant, on a toujours une base dans une convention fiscale. C'est la base OCDE. Il faut savoir que les conventions fiscales sont souvent régies avec ce qu'on appelait les pays développés selon un système OCDE et ce qu'on appelait il y a très très longtemps les pays sous-développés avec des conventions type UNESCO. Donc, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Les conventions font l'objet de commentaires. Attention, une convention, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir la lire et la comprendre. J'ai moi-même récupéré des dossiers de confrères fiscalistes qui n'étaient pas spécialisés en fiscalité internationale, qui avaient fait des erreurs, mais alors avec des incidences monumentales. Donc, si vous partez, si vous avez des sujets de revenus français, de biens immobiliers, de patrimoine français, il faut toujours aller voir un conseil. Alors, on est là, mais des confrères aussi en province sont là ou partout. Nous, on intervient vraiment beaucoup pour être conseillé et faire une analyse de votre situation. Nous, souvent, ce qu'on fait, on va calculer l'impôt de l'année de départ et puis l'impôt en vitesse de croisière pour pouvoir dire dans quelle situation vous vous trouvez. Sachant que vous pouvez avoir des problèmes d'impôt sur la fortune, d'IFI aujourd'hui, et peut-être d'impôt sur la fortune, puisqu'on pense que ça ne devrait pas tarder à revenir en raison du Covid. Alors, j'ai une question qui m'est posée. Est-ce que utiliser l'abus de droit pour rendre non opposable l'expatriation fiscale pour des en dehors de l'Europe en sachant alors, non, le fait de partir ne constitue pas un abus de droit. Alors, la question est un peu compliquée à comprendre. Je pense que la personne qui me la pose est quand même un peu sachant en matière de fiscalité ou s'est beaucoup renseigné. La pire des sanctions en fiscalité, c'est l'abus de droit. C'est jusqu'à 80% de pénalité et on revient dans la situation antérieure. Donc, la personne me demande, est-ce que l'administration fiscale peut utiliser la notion de l'abus de droit? Ils peuvent le faire. Je l'ai déjà vu, ce n'est pas obligatoire. Ils n'en ont pas vraiment besoin parce que la problématique de l'abus de droit, c'est qu'il faut passer devant une commission et que cette commission valide le fait qu'il y ait un constat d'abus de droit. Je considère la remise en cause d'une convention fiscale, du moins d'une résidence fiscale, ce n'est pas de la typologie de l'abus de droit. C'est beaucoup plus simple que ça, malheureusement. Autre question, est-ce qu'on est indéfiniment tenu de remplir une déclaration de revenus quand on répond aux critères de non-résidence et qu'on a pour seul revenu une retraite privée? Alors non, pour moi non.
c'est vrai que par simplification, parce que c'est relativement simple aujourd'hui de faire une déclaration d'impôt, vous recevez de l'administration fiscale un mail et en 2 minutes, si vous n'avez que des retraites, vous pouvez le faire. Donc, c'est vrai que je privilégie le fait de remplir une déclaration d'impôt, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je réponds à Hugo qui va plus loin en me disant est-ce que ça peut être l'abus de droit ou le mini-abus de droit? Alors, oui, on peut rentrer sur ces mécanismes-là lorsqu'on est sur des mécanismes complexes, mais il faut savoir que le non-respect des dispositions de l'article 4B ou des conventions fiscales nécessite pas d'invoquer l'abus de droit ou le mini-abus de droit. C'est le non-respect de dispositions fiscales. Voilà. Et la taxe sur plus-value supérieure à 50 000 euros, à 2%, puis 6%. Alors, je pense qu'on me parle, mais il y a plusieurs sujets. On a la contribution sur les hauts revenus, qui peut être de la compétence, qui peut être appliquée aux non-résidents. C'est ce qu'on appelait à l'origine la taxe footballeur. Et c'est bien les seuls à ne pas la payer, puisque c'est payé par leur club. C'est déjà prévu au début. Voilà. Maintenant, dernier point, on me pose une question sur doit-on déclarer au fisc français le patrimoine immobilier étranger? Alors, si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, oui, c'est évident, c'est certain. Maintenant, si votre bien immobilier n'est pas loué, vous n'avez pas l'obligation de le déclarer. La seule obligation concernant des biens entre guillemets à l'étranger concerne les comptes bancaires. Alors, généralement, si vous avez un appartement à l'étranger, vous aurez un compte bancaire et les contrats d'assurance vie. Donc, non, il n'y a pas d'obligation de le déclarer parce que l'administration n'a pas l'obligation d'avoir l'information. Encore une fois, de nos jours, il n'est pas interdit d'avoir des biens à l'étranger, il est interdit de ne pas les déclarer lorsqu'on a l'obligation de les déclarer. Et effectivement, ça surprend souvent mes clients lorsque je leur dis, ben non, votre résidence, tout le monde s'en moque. D'abord, la France a vraisemblablement vu partir les virements, puisqu'avec Tracfin, on a quasiment plus de, je crois qu'il y a eu plus de 600 000 remontées d'informations vers l'administration fiscale et ça double quasiment tous les ans. Donc voilà sur les éléments. Alors après, j'ai des questions qui sont un peu plus, qui concernent plutôt le Portugal. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'après, l'objectif était plutôt de vous proposer, de vous présenter une problématique liée à l'expatriation fiscale. N'hésitez pas à vous faire conseiller parce que, encore une fois, le centre des non-résidents est parfaitement organisé et réagit beaucoup plus vite que votre centre des impôts, qu'il soit parisien ou de province, hein, d'ailleurs. Donc, et puis, se poser toutes les questions avant de partir. Est-ce que je suis bien non-résident? Est-ce que je remplis bien toutes les conditions? Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous pour un autre webinaire. À très bientôt. Au revoir.